Allô? Commencer. Bonjour. Oui. Bonjour, Oui. bonjour les éditeurs. Aujourd'hui, nous sommes sur Radio Byte, Radio Sekou, depuis les États-Unis en Floride. Alors, aujourd'hui, notre invité, c'est Souleymane Koker. Souleymane Koker vit en Guinée, dans la région de Fria, la ville industrielle de Fria. Souleymane Koker est ingénieur agronome. Il a fait la faculté agro-zootechnique de Bofa, la faculté agro-zootechnique de Sonfonia, l'Institut agronomique et zoo-recherche de Fulaya, l'Institut d'hydraulique de recherche et de l'environnement de Moscou, le Centre de recherche en hydraulique et déchets solides et liquides à Dortmund en Allemagne. Alors aujourd'hui, le sujet, c'est nous parlons de Roland Prey. Roland Prey, ancien gouverneur de la Guinée française, nous faisons un peu l'histoire. Il a écrit un livre sur l'avenir de la Guinée française. Alors, M. Souleymane Koker va nous parler de cette histoire qui n'est pas connue de tout le monde. Beaucoup de Guinéens ne le savent pas, beaucoup d'Africains ni des gens du reste du monde ne savent pas ce que M. Roland Prey a écrit. Alors, M. Souleymane Koker, vous allez prendre le micro, vous allez nous expliquer qui est Roland Prey. Roland Prey fut le gouverneur général de la Guinée française de 1948 à 1951. Il a écrit l'un des livres les plus célèbres, L'avenir de la Guinée française. L'avenir de la Guinée française relatait les immenses potentialités de la Guinée parmi les 13 colonies de la France, de la métropole. La Guinée était le pays le plus favorisé par la nature, par l'abondance en ressources naturelles, en ressources hydrauliques, en ressources agricoles. Ainsi, Roland Prey, étant gouverneur, a organisé d'abord l'agriculture au point de vue la production des palmistes naturels, au point de vue la production des plantations industrielles de palmiers neufs. Car en Guinée, les palmiers naturels végètent naturellement, dont on extrait l'huile dans des noix de palme. Ainsi, avec l'Institut agronomique des fruits divers et exotiques de Fulaya, qui fut créé en 1946 par la métropole, la Guinée est devenue, dans les 10 ans après, le premier exportateur de bananes au monde, avec une production de 120 000 tonnes par an en bananes et une production de 80 000 tonnes d'ananas par an, ainsi que les citrus, les oranges, les pamplemousses, les tangelos et les mangues. Ainsi, à Sérédou aussi, on avait fait les recherches sur le thé, le café et le cacao en forêt. Donc, les potentialités de la Guinée en agriculture sont immenses. Les terres cultivables sont estimées entre 6 500 000 à 7 millions d'hectares cultivables. Et parmi les terres les plus arrosées, car la Guinée seule compte 1640 cours d'eau. Donc parmi ces 1640 cours d'eau, en fait 14 cours d'eau desservent presque toute l'Afrique occidentale. Depuis la Guinée jusque dans le delta du Niger au Nigeria, dans le golfe de Guinée, le Niger coule. Du côté du Sénégal aussi, le fleuve Sénégal, nous avons 2 grands fleuves là-bas qui passent jusqu'en Gambie et au Mali. Donc les potentialités agricoles de la Guinée sont très immenses, ainsi que les potentialités halieutiques, piscicoles, ostréicoles et en apiculture. Surtout l'apiculture qui est en déclin en ce moment, l'apiculture est très favorable en Guinée. L'élevage aussi. Oui. Oui. Oui.
ce que je voulais vous poser comme question sur Roland Pré, comment se fait-il un non-guinéen, un Français, est arrivé à faire une feuille de route sur l'avenir d'un pays comme la Guinée? Pourquoi la Guinée? Parce qu'il y a quand même 55 pays en Afrique, 54 à 55 pays en Afrique. Pourquoi il s'est si concentré sur la Guinée seulement? Donc, pourquoi il s'est concentré sur la Guinée? Parce que la Guinée française, en fait, à son arrivée en 1948-1951, la Guinée relevait de la France. Donc, dès qu'il est venu, après les explorations de 1945-46, la Guinée a révélé parmi les 13 colonies d'Afrique noire française que c'était le pays d'abondance dans tous les domaines. Dans le domaine de l'eau, les terres cultivables, dans le domaine des ressources énergétiques, dans le domaine des ressources minières, minéralogiques et géologiques et agricoles. Ainsi, dès qu'il est venu, il s'est attaché à relever la production agricole et industrielle de la France. Avec le déclin de l'Indochine à l'époque, dans les années 53, donc la Guinée devrait remplacer en matière de production rizicole et céréalière la métropole. Donc c'est pour cela que, après les explorations géologiques aussi, on a découvert que la Guinée détenait une grande partie des réserves en bauxite et en fer. Donc, ce qui a alors, au lieu d'aller dans le bauxite, nous allons, le sujet est très grand, c'est un livre qui a été bien écrit depuis les années 40, et beaucoup de Guinéens, beaucoup d'Africains, beaucoup des gens des autres mondes ne savent pas exactement l'existence de ce livre. Alors, concentrons-nous un peu sur l'agriculture. À un moment donné, Roland Pré dit que la Guinée est le grenier de l'Afrique occidentale. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Et quel a été le produit qui était le plus cultivé en Guinée? Bon, il a dit que la Guinée est le grenier de l'Afrique occidentale parce qu'à l'époque, dès les 1948 déjà, la Guinée produisait par les villageois naturellement 180 000 tonnes de riz par an. Bon, à partir des plaines côtières de la Basse-Côte qui sont irriguées par les fleuves du Fouta, qui sont très riches en alluvions, dont il n'a pas besoin de faire un grand apport en engrais, produisaient extrêmement dans l'année 2 fois. Bon, les plaines de la Haute-Guinée aussi, parce qu'il y a les plaines là-bas de 22 000 à 18 000, 22 000 à 18 000 hectares, 22 000 à 18 000 hectares là-bas, surtout à Sigiri. Donc la production agricole était très favorable, donc les perspectives étaient rassurantes pour la Guinée. Donc c'est pour cela qu'on a dit que c'était le grenier de l'Afrique occidentale française. Mais à part le grenier, l'une des plus grandes richesses fut les palmiers à huile qui donnent l'huile à la fois et les palmistes aussi qui donnent, les noix de palmis qui donnent l'huile végétale qui peut être utilisée dans l'industrie à plusieurs titres, quoi. Oui. Alors, à un moment donné, on a dit que la Guinée était le premier producteur de bananes dans le monde. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? Bon, la Guinée fut le premier producteur exportateur de bananes dans le monde depuis 1953 avec la contribution et l'appui des producteurs africains et les producteurs syriens, libanais et français. Mais cette production fut interrompue à cause de l'embargo de 1965 de la France. C'est cela qui a fait chuter la production bananière en Guinée. Autrement, la Guinée a occupé pendant plus d'une dizaine d'années la première place en matière de production et d'exportation de bananes sur le marché mondial. Mais avec une année de perte de production, les capitaux et l'organisation a été relâchée dans les différentes plantations. Restons sur la banane. Comment est-ce que l'agriculture de la banane était organisée en Guinée? Comment
on faisait l'acheminement, quelles étaient les régions de la Guinée qui produisaient la banane? Allô, Suleiman? Oui, je suis. Alors, nous sommes sur Radio Sékou depuis la Floride aux États-Unis et Suleiman Koker Afria. On parlait de l'agriculture de la Guinée, premier producteur de bananes. Alors, j'ai posé la question, comment est-ce que la banane était produite en Guinée? Comment c'était organisé? Bon, la plantation de bananes était organisée d'abord à partir de Foulaya, l'Institut des recherches agronomiques des fruits divers et exotiques. Le centre pilote bananier était à Forêt-Caria, dans Benti, le Benna à l'époque. Les premiers producteurs furent les Syriens, les Libanais, les Français. C'est après la guerre que les planteurs africains se sont mis là-dedans. C'est ce qui a pu intensifier la production maintenant à partir de 1950. La production bananière s'est intensifiée ainsi que la production d'ananas. C'est comme ça que on avait des grandes superficies maintenant et le coût de production était bas parce que toutes les familles se mettaient là-dedans, tous les producteurs africains se mettaient là-dedans, ce qui a augmenté la production guinéenne à cause des terres cultivables et de l'eau. Oui. Donc, comment se faisait l'acheminement de la banane de l'intérieur de la Guinée jusqu'en France dans les supermarchés? Bon, l'acheminement se faisait à partir des centres de regroupement. D'abord, le centre pilote à Benti, parce que là-bas, c'est près d'un port. Bon, à partir du port de Benti, à partir du port de Conakry, il y avait des véhicules maintenant qui sillonnaient le pays sur les centaines, 200 kilomètres de rayon, qui tournaient, qui envoyaient des plantations pour les différents ports, là. Jusque vers Mamou, les Dubrika, la zone de Koya, la zone de Forêt-Caria, étaient ravitaillés les deux ports, principalement Benti et Conakry. Oui. Alors, quelle était la qualité de la banane? Et ça prenait combien de temps des plantations de Guinée au port de Benti au Conakry jusqu'en France ou en Allemagne? Tout ça, là, ça prenait combien de temps pour se faire? D'abord, pour les collectes à l'intérieur, c'est à peu près quelle que soit la distance pour les ports, ça ne dépassait pas 2 jours. Mais du port de Conakry, du port de Benti maintenant pour la France à Marseille et Bordeaux, c'était 15 jours de traversée, quoi. Oui. Ce sont 15 jours de traversée sur l'Atlantique. Les bateaux, oui. Et alors, quelle était la qualité de la banane qu'on produisait en Guinée? Comment ça s'appelait? Bon, la qualité de la banane qui était très excellente, ce qui a pris beaucoup le monde entier, c'est la variété Mania. Elle était tellement succulente et le goût était exceptionnel, quoi. Donc, ce qui faisait que c'était prisé parmi toutes les bananes, même actuellement en Guinée, il est très difficile de retrouver cette banane-là en quantité. Parce que la production a été affaiblie par la cercosporiose, quoi, qui a attaqué parce qu'elle était très, très, très cultivée, très demandée sur le marché mondial à l'époque, quoi. Et ça a gardé son goût naturel jusqu'à présent. Le sucre, le goût est succulent et gastronomique, diététique extraordinaire. Oui. Alors, on a parlé de la banane et vous avez parlé de l'embargo de la banane, ce qui a fait perdre la Guinée. Parce que quand nous allons dans les supermarchés ici aux États-Unis, dans tous les supermarchés, le premier produit qu'on rencontre, c'est la banane. Et cette banane, elle vient maintenant de l'Amérique du Sud. Et cet embargo-là, pourquoi ils ont imposé cet embargo-là sur la Guinée? Bon, en fait, cet embargo-là, si on va profondément, c'est un cadre politique. Parce que